Comment peut-on être photographe de métier, mère de 2 enfants et bénévole qui monte des projets internationaux entre les communes françaises et ukrainiennes? Comment fonctionne la diplomatie citoyenne? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Maria Ilinzer, photographe de Vinnytsia, bénévole depuis 2022. Aujourd'hui, Maria a monté des partenariats franco-ukrainiens entre les communautés françaises et les communautés du village Shevchenkove et Lipetsk, région de Kharkiv, et de la ville de Vinnytsia, région de Kherson. J'ai une invitée dans mon studio, elle s'appelle Maria Ilinzer. Et bonjour Maria. Bonjour. Et nous nous retrouvons au centre de Kiev, au bureau de l'Ukraine Crisis Media Center, et nous allons parler aujourd'hui de vos activités que vous nommez vous-même comme le bénévolat diplomatique. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Donc nous allons parler de ce que vous faites actuellement. Donc ma première question à vous, Maria, racontez-nous comment est-ce que vous avez commencé, qui vous êtes déjà et qu'est-ce qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui? Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Maria Ilinzer. J'habite à Vinnytsia, c'est au centre de l'Ukraine. Et quand la guerre a commencé, il y avait beaucoup de gens qui se déplaçaient à cause des bombardements. Et comme Vinnytsia est au centre de l'Ukraine, il y avait énormément de quantité de gens qui ont eu besoin d'aide. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire quelque chose, trouver les logements, la nourriture, l'essence pour les voitures. C'était un peu chaotique, c'était pas organisé vraiment, mais on a commencé de faire quelque chose qu'on pouvait sur place. Et après, j'ai commencé à créer les petits projets pour les enfants qui ont resté à Vinnytsia. C'était avec la fondation où je travaillais avant, la fondation caritative. Et le premier projet qui m'a amené au bénévolat en général, c'était le projet avec les enfants de Mariupol, de Bakhmut, de Kherson, de Kharkiv. On a dessiné avec eux, on a créé la collection des peintures. On a exposé, on a collecté un peu d'argent et acheté l'équipement pour le centre de réhabilitation à Vinnytsia pour les enfants. Et ça, c'était le début. Ça, c'était en 2022. Donc, on peut imaginer, nous gardons aussi les souvenirs en fait, de Vinnytsia, qui était une ville un tout petit peu à l'arrière pendant la première offensive russe, mais malgré tout, évidemment, en Ukraine, donc dangereuse. Mais là, vous avez retrouvé beaucoup d'enfants de Mariupol. Nous nous souvenons tous, en fait, de sort tragique de cette ville et d'autres villes qui étaient sous occupation. Comment est-ce que vos activités ont évolué de la sorte que vous avez transporté des voitures pour l'armée ukrainienne, autre aide sans doute humanitaire pour les militaires, etc. On a commencé, j'ai ma copine, on a fait les études ensemble, elle habite en France depuis 20 ans et c'est elle qui nous a invités pour la première fois, c'était 2022, pour venir, pour montrer les photos, les vidéos, parce qu'au début de la guerre, si vous vous souvenez, il y avait aussi l'information de la part de la Russie qu'il n'y a pas de bombardement des villes civiles, c'est que l'opération, c'est pas la guerre. Et elle nous a demandé de venir avec les vidéos, avec les photos pour prouver ce qui se passe en Ukraine réellement. C'est comme ça qu'on a commencé. On a pris le minivan, je roulais
et c'était seulement moi et ma copine. On était partis tous les deux à la région 64, c'est à côté de l'océan Atlantique. Oui, donc la première mission a duré plus que 3000 kilomètres. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec la France. C'était parce que là, j'ai la copine avec qui on faisait les études. Elle a créé au mois de mai, je pense, 2022, elle a créé l'association caritative pour aider l'Ukraine tout de suite en France. Elle fait jusque maintenant beaucoup de choses pour l'Ukraine. Les manifestations. C'était dans quelle ville? Pau. Ah, dans la ville de Pau. Oui. C'était le premier visite en France. Pour vous? Pour moi, comme bénévole. Comme bénévole. Et comment se fait-il que vous parlez aussi bien le français? C'est parce que ma mère, elle était née en France. Ma grand-mère était déportée par les nazis en Allemagne. Elle a essayé d'échapper et elle se retrouvait en France, au nord de la France. Ma mère était née en France et à 15 ans, ma grand-mère voulait venir à Kiev pour visiter sa mère et son frère. Comme avant, il n'y avait pas d'internet, pas de réseau. Et elle a reçu une lettre que vous pouvez venir à Kiev et que votre famille vous attend. Mais dès qu'elle arrive, il y avait KGB. Le KGB, le contrôle, évidemment. Oui, ils ont pris les passeports de ma mère et de ma grand-mère. Et comme ça, elle est restée ici. Donc elle n'a pas pu repartir en France. C'était dans les années 1975-76. D'accord. Donc elle était retenue, on va dire, en Ukraine soviétique. Ouais. Et c'est là, donc votre mère, elle avait des papiers, on peut imaginer des papiers déjà français et soviétiques aussi. Donc elle était retenue. Donc là, vous êtes née en Ukraine soviétique. Oui. Oui. Et vous parlez le français avec votre mère? Oui, elle a commencé à nous apprendre parce que moi, j'ai mon frère et ma sœur aussi. Ils parlent français. Mon frère mieux que moi. Elle a parlé avec nous en français quand on était petits, mais c'était pas ouvertement parce que c'était interdit pour elle de parler français ici. D'accord, je comprends. Donc voilà, revenons à vos. Donc voilà, donc dès que la grande guerre, la grande invasion arrive, vous avez cette ambition, cette volonté que d'aider et d'utiliser ce que vous avez comme atout, votre langue française et vos connexions, votre copine qui était en France dans la mission, dans la ville de Pau. Donc vous avez montré des vidéos, c'est ça? Vous avez fait des voyages, sans doute il y avait de l'aide humanitaire aussi. Oui, on a ramené beaucoup d'aide humanitaire, les médicaments, la nourriture, tout ce qu'on avait besoin à Vinnitsa pour les gens qui étaient pour le moment là-bas, c'est les gens déplacés. Et après, sur Facebook, comme c'est pendant la guerre, je pense que vous savez, il y a beaucoup de rencontres un peu par hasard. On ne sait pas vraiment tous les gens avec qui on travaille, mais j'ai vu le message qu'il faut que quelqu'un trouve les femmes pour amener les ambulances de Paris en Ukraine. Comme pour les hommes, c'était interdit de quitter le pays. Et alors, j'ai décidé d'aider, j'ai écrit, j'ai reçu la réponse, vous pouvez venir. Et là, on a fait connaissance avec 5 femmes ukrainiennes. On est en contact jusqu'à maintenant. On travaille beaucoup ensemble. Mais elle aussi comme vous, bénévole? Oui. D'accord. C'est aussi les femmes différentes des différentes villes. Et on était venus en France pour ramener 8 ambulances de Paris à Kiev. D'accord. Jusqu'à Kiev. Donc vous êtes au volant de cette ambulance qui vous mène de Paris jusqu'à l'Ukraine. Après, cette ambulance, on peut imaginer, va direct, sans doute, dans les lignes du front, ou bien peut-être dans les villes près de la ligne du front. Oui, pour nous, à ce moment, c'était important de savoir que ça vient en Ukraine.
à qui ça va aider, aux militaires ou aux gens civils, parce que pour moi, c'est un peu bizarre qu'on sépare les gens civils et les militaires, comme en Ukraine, il y a la plupart des militaires, ils ont été civils avant la guerre et c'est les gens qui ont qui étaient allés en armée comme volontaire. Comme moi, je suis bénévole et je fais ce que je peux. Et les hommes et les femmes, c'est aussi... pour moi, c'est un peu difficile de séparer les gens civils et les gens militaires en Ukraine. Et alors, à partir de 2022-2023, vous faites des allers-retours incessants entre l'Ukraine et la France, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et pas seulement la France. On a commencé à travailler avec Tchéquie, avec Portugal, avec Pologne, bien sûr, avec Danemark. Mais la plupart des partenaires se trouvent en France, bien sûr. C'est la région du Provence, c'est Pau et c'est Paris. En Provence, on a 3 associations avec qui on travaille. On a déjà créé 2 cabinets dentaires mobiles et envoyés ici en Ukraine pour soigner les gens à côté du front et les militaires, bien sûr. Pour le moment, on est en train de finir le projet, c'est Gynécomobile, le cabinet gynécologique mobile pour les femmes à côté du front, comme l'infrastructure, comme les hôpitaux sont détruits et il n'y a pas de possibilité de soigner à temps les femmes. Et on a décidé de faire aussi le cabinet mobile pour les femmes. Donc ce cabinet mobile, donc on peut imaginer une camionnette, c'est ça? Oui, c'est un peu plus que l'ambulance. Oui, le petit camionnette, et dedans, il y a tout ce qu'il faut pour les docteurs pour soigner les gens. D'accord, pour les femmes, pour les contrôles, mais peut-être aussi pour des... Pour les petites opérations aussi, pas graves, mais si c'est pour faire les diagnostics, tout ça, ça c'est possible. Parce que pour le moment, en Ukraine, il y a beaucoup de maladies qui ne sont pas diagnostiquées à cause de l'absence de possibilités. Il n'y a pas des cabinets où on peut faire ça. Voilà. Et donc, nous savons tous qu'il y a un nombre de maladies qu'il faut diagnostiquer très tôt, comme par exemple des maladies oncologiques chez les femmes, qu'il faut faire le diagnostic tôt pour avoir des chances de soigner ça. Et on peut évidemment, c'est un aspect de la guerre qui peut être ignoré, mais c'est que justement les populations civiles, féminines près de la ligne du front, étant donné qu'il n'y a plus d'hôpitaux parce qu'ils sont bombardés, donc justement, ça expose ces femmes-là au risque supplémentaires et aux risques qui sont graves. Oui, et c'est pour ça qu'on a décidé à créer le cabinet gynécologique mobile. Comme ça, on peut soigner beaucoup des femmes et se déplacer avec les docteurs bénévoles aussi, parce qu'on travaille en Ukraine avec les différents docteurs qui vont à côté du front ou dans les villes qui se trouvent non loin de la ligne du front pour soigner les gens. Ils font ça chaque 2 semaines. Après son travail ici, par exemple à Kiev, ils travaillent de lundi jusqu'à vendredi et après ils partent pour le week-end au front et ils travaillent là-bas aussi. Et c'est une mission bénévole, on peut deviner. Oui. D'accord. Pour des médecins, tout aussi bien pour les médecins, c'est pas payant. Oui. Voilà, c'est pas payé par l'État ni par des ONG et donc. Non, c'est surtout les docteurs qui nous aident des fois de payer l'essence et de trouver les médicaments. Mais pour eux, oui, c'est le travail supplémentaire qu'ils font volontairement. Vous dites, vous avez employé vous-même cette expression de la diplomatie bénévole ou bénévolat diplomatique. Quelle serait votre définition en fait de ce que vous faites? Et évidemment, on est dans des activités qui sont pas classées, qui n'ont pas de cadre d'institution, mais pourtant, à partir des ambulances, après cette camionnette pour les opérations gynécologiques, donc il s'agit de choses très concrètes et très sérieuses. Comment vous définissez ce que vous faites? Moi, je travaille avec
avec les administrations militaires des villes à côté de ligne du front, de régions du Kharkiv et Kherson. Moi, j'ai les documents qui me permettent de représenter l'intérêt des habitants de ces villes en France. Un jour, on a parlé, c'était Alain, l'un des bénévoles en France de l'association Solidarité Ukraine, qui travaille avec We Are Ukraine, c'est les deux associations qui nous aident beaucoup. Et il m'avait appelé en disant, écoute, on travaille beaucoup, tu représentes tous ces gens ici. Peut-être ça sera plus simple pour nous ici de trouver les sources, tout ce qu'il faut. Si on va travailler plus systématiquement, si on va trouver des partenariats. Les partenariats et tout ça. Comme je suis en contact presque chaque jour avec l'administration de Liptsi, qui était 2 fois occupée avec Shevchenkove, c'est la région de Kupiansk, avec Genichesk, qui est occupée au moment... Ça, c'est la région de Kherson, Genichesk. Oui, Genichesk, oui. Très, très près de la Crimée. Oui. Et on travaille ensemble parce que aussi à Vinnytsia, il y a beaucoup de gens déplacés de Kherson. Et comme on a commencé à aider, c'est bien sûr qu'on fait connaissance avec l'administration qui arrive souvent à Vinnytsia pour trouver les gens qui aident aux habitants de région du Kherson. Oui. Et un jour... dès qu'on a parlé de ça, on a décidé de trouver les villes pour créer le partenariat, le jumelage humanitaire. Comme ça, c'est plus simple, c'est comme créer les liens. C'est pas déjà une ville parmi les milliers en Ukraine, c'est quelque chose de certain. Et comme on a créé déjà avec Oriol et Shevchenkove, c'est la région de Kupiansk. Pour le moment, c'est-à-dire qu'ils sont au courant des besoins concrets des habitants qui habitent là-bas, ce qui se passe là-bas. Et pour eux, c'est déjà plus précis, par exemple, d'acheter les groupes électrogènes pour un hôpital ou pour la station de nettoyage de l'eau. C'est plus simple après de travailler et en plus, ça donne aux gens qui habitent par exemple sur place, à côté du front, de participer, de faire part, de ne pas seulement recevoir quelque chose, mais d'agir aussi. Alors, on a essayé de créer quelque chose pour aider aux gens de vivre et de participer. De participer dans ces initiatives-là. Et là, maintenant, il s'agit de 2 partenariats que vous avez évoqués. L'un, c'est Shevchenkove, région de Kharkiv, à côté de Kupiansk, et l'autre, c'est Genichesk. Genichesk, on est en train de signer. C'est pas seulement signé, mais ça prend le temps, comme toujours. Je pense que ça nous a pris plus que 6 mois pour signer le jumelage entre Oriol et Shevchenkove. Alors, ça prend un peu du temps, mais Mais avec Genichesk, ça sera jumelé avec quelle ville mais pour le moment, on ne peut pas dire. On peut pas dire. Oui, mais il y a quand même une différence de fond, parce que Genichesk, c'est une ville en occupation. Oui, c'est pour ça qu'on a créé je pense qu'on a créé le document, c'est le jumelage humanitaire. C'est juste pour aider aux gens, pour faire quelque chose exactement pour ces habitants, pour les habitants déplacés ici, parce qu'ils sont partout en Ukraine. Et bien sûr qu'il y a les gens qui ont besoin vraiment d'aide, parce qu'ils ont tout perdu. D'accord, voilà. Donc, on peut même faire des jumelages avec des communautés, des villes les villes elles-mêmes sont en occupation, mais la communauté, les gens de cette ville sont un peu partout, en Ukraine, etc. Et ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu un partenariat un peu inédit. Oui. Ça me surprend vraiment, parce que là, c'est comme si, on faisait un partenariat avec une ville qui est dans
la forme de êtres humains et pas une ville en termes d'une géographie. Parce que malheureusement, Gynichevsk était parmi les premières villes qui ont été occupées. Oui, mais on espère qu'un jour, il va être très tôt occupé. Et comme ça, j'espère que quand on travaille avec le jumelage, avec la diplomatie, avec ce genre de diplomatie, si on peut dire comme ça, il y a toujours les habitants qui participent, qui veulent faire quelque chose. Et pour eux, ça donne un peu plus d'espoir qu'un jour, ils vont retourner. Oui, évidemment. Et la même chose, par exemple, pour le moment, je travaille aussi avec un hôpital de Marioupol. Il est déplacé à Kiev et presque tous les docteurs sont de Marioupol ou de Donetsk. C'est tous les docteurs qui habitaient là-bas avant. Maintenant, ils habitent à Kiev et chaque mois, ils vont au front pour soigner les gens, pour travailler dans les hôpitaux à côté de la ligne du front. Et tous les gens comme ça, quand on parle avec eux, quand on fait les communications, on comprend qu'ils espèrent de retourner à Donetsk, à Lugansk, à Mariupol. Si on peut aider, si on peut faire quelque chose pour eux pour le moment, au moment difficile, je pense qu'il faut faire, même si c'est on essaie de créer le partenariat entre, par exemple, un hôpital à Kiev, avec un hôpital à Kiev, avec un hôpital à Tchéquie, à Prague ou en France, parce que ça aussi, ça marche. On peut, comme ça, les docteurs, ils peuvent communiquer plus simplement entre eux. Oui. Et on aide seulement de créer cette connexion. Et après, ça marche. C'est la raison de trouver quelque chose qui va travailler sans notre participation après. Donc, ça sera un lien très, très horizontal, comme on dit souvent en Ukraine, que le lien horizontal entre un hôpital dans un pays, un hôpital dans un autre, une petite communauté ici avec une communauté en France, au Portugal, etc. Quelles sont vos observations, parce que vous le faites depuis 2022, on est bien en 2026. Donc, quelles sont vos observations par rapport à la dynamique, en fait, de la volonté des communautés, que ce soit en France, que ce soit en Tchéquie, en République tchèque ou ailleurs, de participer dans ce que vous proposez de faire? Est-ce que vous constatez le même rythme, ou vous constatez au contraire la montée d'une fatigue, une différence et la difficulté de percer avec vos projets, avec vos initiatives? Moi, je pense que j'ai eu de la chance de trouver les gens qui participent toujours. Ils sont l'activité est même comme en 2023 ou en 2024, bien sûr qu'on est un peu fatigué, que des fois, quand le projet, il faut finir très vite, c'est... Imaginez la France, le sud de la France, il fait beau, il fait du soleil et il y a Maria qui appelle toutes les semaines qu'il faut quelque chose trouver vite, qu'il faut créer, qu'il faut faire tout de suite pour hier. Mais j'ai eu de la chance de trouver les gens comme ça, de faire connaissance avec les gens comme ça qui participent, qui comprennent. Bien sûr que des fois, c'est comme les vagues, il y a les pics et il y a le... Voilà, les hauts et les bas, comme on dit. Oui, les hauts et les bas. Mais en général, avec les projets concrets, ça marche plus simple. Si par exemple, on récolte seulement aide humanitaire et on ramène en Ukraine, c'est un peu difficile. Parce que des fois, les gens en étranger, ils ont sa propre vie. Évidemment. Mais si c'est les projets, par exemple, on a créé le cabinet dentaire mobile. Chaque semaine, on a le retour, les vidéos, les photos des docteurs et on envoie à l'association en France qui nous a aidés de le créer. Bien sûr que ça donne un peu plus d'envie de continuer, de faire quelque chose de plus. Oui.
Et c'est pour ça qu'on a, moi aussi, j'ai décidé que c'est mieux de travailler avec les projets. Soit quoi que ce soit, le jumelage, le partenariat, les cabinets. Après ça, on crée quelque chose et après ça marche et ça donne aide, mais on fait pas après, on fait rien après. Voilà, c'est les docteurs qui ça travaillent après. et les gens, ils voient que chaque jour, ça donne quelque chose du bien pour les autres. Mhm. Donc après, vous n'êtes plus directement impliqué, vous n'êtes pas obligé de partir avec cette camionnette qui fait des services gynécologiques, n'est-ce pas? Donc vous avez créé cette idée-là, vous la laissez partir, donc après, il se débrouille tout seul et vous vous concentrez sur autre chose. Comment vous faites, Maria, entre tous ces voyages à l'intérieur de l'Ukraine, hors de l'Ukraine pour partir en France, au Portugal, on ne sait pas où, en Europe. Et puis vous travaillez, j'imagine, parce que c'est un travail bénévole. Comment vous faites pour travailler, pour subvenir à vos besoins de votre famille? C'est aussi oui, la question que j'entends souvent. Avant la guerre, j'ai eu le studio de photo et vidéo. Et pour le moment, je continue à travailler entre mes voyages, soit à côté du front, soit en France ou au Portugal. Oui, il y a les clients qui comprennent. Donc vous êtes photographe? Oui. Je suis photographe et je continue à travailler aussi parce qu'il faut gagner l'argent pour acheter. Pour payer le loyer, pour manger, pour... Oui, tout ça, oui. En plus, j'ai 2 petits enfants. Le plus difficile pour moi, c'est même pas de travailler à côté de bénévolat, c'est de les quitter quand je pars pour 2-3 jours et ils sont avec mon mari ou avec ma mère, mais comme toujours, en Ukraine, il y a chaque jour les bombardements, il y a chaque jour des alertes et ça, c'est le plus difficile d'être très loin et de n'être pas sûr si tout ira bien. Mm-hmm. Donc voilà, donc de devoir laisser les enfants. Et vous êtes bien à Vinnitsa, donc votre famille, et vous êtes à Vinnitsa, qui est justement, comme souvent, il y avait des bombardements assez atroces à Vinnitsa. Sur toutes les années, je me rappelle, il y avait un bombardement très affreux de 2022. Heureusement, c'est pas comme à Kiev. Oui, mais oui, il y en a. Et en Ukraine, je dis souvent pour les étrangers, j'explique que en Ukraine, on ne peut pas se sentir en sécurité. En sécurité, oui, merci. Partout, parce que c'est les roquettes, c'est les drones réactifs. On ne sait jamais où ça va tomber. Quelle ville va être bombardée cette nuit. Et alors, oui, il y a des villes qui sont bombardées plus souvent et plus gravement. Mais le reste aussi, un jour, on peut se lever et lire dans les nouvelles, par exemple, qu'à Odessa, il y a une famille où à Lviv tué toute la famille. Ça c'est le plus difficile de vivre comme ça et de n'être pas sûr que le matin, on va se réveiller en même... je ne sais pas si on peut dire comme ça, en même quantité que hier. Oui. Malheureusement, donc c'est un peu la roulette russe, comme on dit, parce que des chances, ils sont peut-être ils sont réelles pour être cible, pour être attaqué, qu'on est à Lviv ou à l'ouest, au centre, à Vinnitsa, au Khmelnytsky, Kiev, sans parler de villes qui sont très exposées comme Kharkiv, Zaporizhzhia ou Kherson. Là, c'est vraiment le safari, comme à Kherson, donc c'est extrêmement dangereux. Et sans doute la dernière question à vous, Maria, comment envisagez-vous en fait l'avenir et donc l'après-guerre, s'il y en a un, ou le contraire, vous croyez que il est pas temps, on n'est pas là au point de penser qu'est-ce que vous allez faire vous-même concrètement, personnellement, le jour où il n'y aura plus besoin de ces camionnettes gynécologiques ou ambulances ou partenariats, etc. Chaque fois quand je vais à la gare pour prendre le train pour l'Europe ou quand je ramène la voiture, je rêve, j'imagine que quelqu'un va m'appeler et va me dire « Arrête, toi, c'est fini,
on n'a plus besoin de tout ça. Rentre chez toi, reste avec tes enfants et vis ta vie comme avant. Oui, bien sûr que j'ai beaucoup des projets concernant ma vie privée et professionnelle aussi, mais pour le moment, je ne pense pas de ça. Bien sûr que je crois aux victoires, à la victoire de l'Ukraine, bien sûr. Tout ce qu'on fait, c'est pour ça. C'est pour tenir, pour gagner un jour de plus que nos ennemis. Mais pour le moment, tout ce que je veux, c'est que mes enfants puissent habiter en Ukraine et habiter en Ukraine libre. Mhm. Et je ne veux pas quitter mon pays à cause d'invasion. Si je veux quitter mon pays, c'est pour voyager, pour voir le monde. Et c'est tout ça. Et aller au bord de l'océan Atlantique et pas pour justement faire demander de l'aide, créer des partenariats, mais pour vous mettre à la plage avec vos enfants, avec votre mari, et profiter du soleil, et profiter de la vie, etc. Mais pas faire que ça. Merci beaucoup, Maria, pour vos explications et évidemment, surtout et avant tout, pour ce que vous faites à vos niveaux, pour tous ces partenariats et pour ces actions qui apportent évidemment du bien tous les jours. Merci. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Maria Ilinzer, photographe et bénévole depuis 2022. Aujourd'hui, Maria a monté des partenariats franco-ukrainiens. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.